Chers auditeurs, vous retrouverez cet entretien en version courte sur YouTube. Nous avons retiré les passages sur la crise sanitaire et en version complète sur Odyssée. Bonne écoute à vous et à bientôt. Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 7e contre-journal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Claude Janvier. Claude Janvier, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Claude Janvier, vous êtes l'auteur aux éditions IS du livre Le virus et le président, un ouvrage qui est apparu en décembre 2020 et qui revient sur la gestion du coronavirus durant toute l'année 2020, mais aussi qui revient sur la gestion de l'hôpital public et de notre système de santé les décennies qui précèdent et qui explique bien pourquoi aujourd'hui l'hôpital public est incapable de répondre à une crise sanitaire, même une de l'échelle du coronavirus. Votre ouvrage, disais-je, revient sur l'année 2020. Aujourd'hui, nous allons tenter de prolonger votre analyse en nous intéressant à l'année 2021, la gestion de la crise durant l'année 2021, mais aussi en élargissant à d'autres gestions du président Macron, à savoir sa répression des mouvements sociaux et sa politique internationale. Je laisse Ignace poser la première question. Vous avez brossé un tableau assez catastrophique de la situation sociale, notamment sur la scène nationale. Et ce tableau catastrophique incombe en grande partie à Emmanuel Macron. Je voudrais revenir plutôt sur l'aspect maintenant international et esquisser finalement comprendre la politique internationale, puisque les médias de grand chemin ont salué le rôle conciliateur et de leader d'Emmanuel Macron dans le conflit russo-ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment lui accorder un satisfecit dans ce conflit, alors même que semble arriver une troisième guerre mondiale? Donc, quel est le véritable rôle d'Emmanuel Macron dans cette affaire, selon vous? Alors, il faut brosser un peu un tableau déjà de pourquoi ce conflit russo-ukrainien, parce qu'effectivement, beaucoup de choses sont écrites sur le sujet. Quelquefois, on a du mal à y voir un peu clair, donc je vais tâcher de synthétiser ça un peu au mieux. Ça fait quand même, l'Ukraine, c'est un peu un pays sensible. C'est un pays sensible depuis 2014. Pourquoi? Parce qu'en 2014, il y a eu un coup d'État qui a renversé le président légitime. Et à partir de 2014, la poussée de l'OTAN et américaine derrière les présidents successifs qui se sont succédés à la tête de l'Ukraine ont été disons que tous ces présidents successifs ont été vraiment des hommes de main de l'OTAN et des USA. Le grand problème qui s'est passé, c'est que depuis 2014, la région du Donbass, qui est quand même peuplée de russophones en fait, et dont alors avec les deux républiques populaires du Donetsk et de Lugansk, se prennent des bombes par le gouvernement ukrainien, par les gouvernements ukrainiens successifs. Donc ils se prennent des bombes depuis 2014. Il y a quand même 15 000 morts. Donc ça, pas beaucoup de gens en ont entendu parler. Et puis curieusement, les braves artistes qui se sont mobilisés et que tout le monde se mobilise pour l'Ukraine aujourd'hui, personne s'est mobilisé et ne se mobilise pour les enfants du Donbass ou pour les habitants du Donbass qui se prennent quand même l'enfer depuis 2014. Donc, le président Poutine a signé avec le président ukrainien les accords de Minsk, qui étaient donc des accords pour arrêter de pilonner le Donbass et aussi mettre un terme aussi à l'existence de bataillons quand même néo-nazis,
parce que les médias de masse relativisent beaucoup les bataillons néo-nazis, mais enfin, c'est quand même pas une vue de l'esprit. En Ukraine, il y a quand même trois bataillons néo-nazis. Donc, le plus célèbre, entre guillemets, c'est le bataillon Azov. Et il y avait le bataillon Eda, mais lui, il a été un peu décimé, et le bataillon centre droit. Mais il y a quand même, il faut comprendre aussi qu'en Ukraine, il y a à peu près 102 500 mercenaires à côté de l'armée régulière, qui sont donc chapeautés par le ministère de la Défense ukrainien. 102 500 mercenaires hyper entraînés au combat et à la guerre, c'est pas rien. Il faut quand même pas oublier que le bataillon Azov, c'est pas des conscrits, hein, ce sont des mercenaires réellement très entraînés à la guerre et très résistants. Donc les accords de Minsk, c'était pour arrêter et dissoudre ces bataillons, arrêter de pilonner le Donbass et aussi faire en sorte que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN parce que, évidemment, que le président Poutine ne pouvait pas voir d'un bon œil que des missiles pouvaient être mis de l'OTAN, pouvaient être mis à la frontière ukrainienne, direction et pointés sur Moscou. Faut pas oublier que Kiev, la capitale ukrainienne, jusqu'à Moscou, il y a que 700 km à vol d'oiseau, ce qui est à dire rien. Donc c'est à portée de missile. Après, évidemment, beaucoup de gens me disent oui, mais quoi, rien, parce que si en fait le président Poutine avait installé, par exemple, des missiles à Cuba pointés sur Washington, je pense pas que le gouvernement américain aurait vraiment apprécié. Je voudrais juste rajouter un petit complément, c'est-à-dire que le protocole de Minsk a été aussi signé par les Français et les Allemands, Oui. et on semble, les grands médias semblent l'oublier. Et donc nous avons aussi notre responsabilité dans cette affaire. C'est tout à fait vrai, vous avez tout à fait raison de le rajouter, effectivement. Donc voilà où on en est. Donc à un moment donné, le président Poutine, on peut le blâmer, on peut dire oui, il a commencé finalement là où la diplomatie a échoué, il a décidé un jour on y va, on y va et on commence à taper. Bon, on peut le blâmer. Honnêtement, à sa place, je sais pas. La décision n'est pas si simple parce que quand la diplomatie échoue et que vous avez des gens qui veulent rien entendre de l'autre côté et qui sont des va-t-en-guerre, parce qu'attention, les Américains, faut pas oublier que c'est pas du tout des bisounours. C'est les politiciens américains sont des va-t-en-guerre. Et ça fait plus de 200 ans, un peu plus de 200 ans que ce pays existe, et ça fait un peu plus de 200 ans que ce pays est de toute façon en guerre contre un pays ou plusieurs pays du globe. Il faut quand même pas oublier que les Américains ont pilonné le Vietnam, ils ont pilonné l'Irak sous un prétexte fallacieux comme quoi il y avait des armes chimiques alors qu'il n'y en avait pas du tout. Ils ont rasé donc l'Irak, ils ont rasé la Libye avec l'aide de Sarko et de la France d'ailleurs, entre parenthèses, merci Sarkozy, et ils ont à chaque fois sur l'Afghanistan, on en passe et des meilleurs, etc., etc. Donc, et la Syrie, j'en arrive aussi à la Syrie, parce que la Syrie, il faut quand même pas l'oublier, la Syrie, à partir du moment où le président Bachar al-Assad n'a pas voulu laisser passer le gazoduc dans les années 2010, un gazoduc initié par le Qatar qui devait traverser son pays et alimenter après la Turquie, etc., et que lui, en fait, il aurait récolté des nefles là-dessus. À un moment donné, évidemment, le président Bachar al-Assad a signé des accords avec les Russes pour au niveau extraction du pétrole. Et là, bien évidemment, la coalition internationale et les USA en tête ont commencé à pilonner la Syrie. Ça a été le démarrage aussi de la guerre en Syrie. Parce que, attention, c'est aussi le conflit de ce qui se passe en Syrie, parce qu'en Syrie, malheureusement, ça repart un peu. Je connais ce pays parce que j'y suis allé, figurez-vous, en décembre 2021. J'y ai été invité par une association des écrivains syriens avec 6 autres personnes, et nous avons fait un petit périple de 7 jours là-bas en décembre 2021, ce qui est tout à fait récent. Donc on a pu constater effectivement les horreurs des villes détruites comme Alep à 75% ou comme Dera au sud à 75%. Mais il y a une relation entre le conflit syrien et le conflit ukrainien, russo-ukrainien, parce que ce sont les mêmes qui sont derrière. C'est-à-dire, vous avez les USA, la coalition internationale. Ce sont les mêmes va-t-en-guerre.
Et ce sont les mêmes qui veulent piller toujours pareil les ressources. Et le grand problème, il est là. C'est toujours la même histoire. On en est toujours avec ça. Et d'ailleurs, les Américains qui sont toujours en train de dire qu'ils sont les justiciers du monde, ils sont quand même toujours présents en Syrie, puisqu'il y a une énorme base dans le sud de la Syrie qui s'appelle Al-Tanf, qui fait des milliers de kilomètres carrés. Donc, ils sont toujours là à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, ils sont toujours en train de contrôler le pétrole et le gaz syrien, privant d'énergie, de leur propre énergie, le peuple syrien. Ça fait 8 ans que la Syrie est sous embargo, décrété par les Américains, et ça fait 8 ans que le peuple syrien en souffre et que des nouveau-nés et des enfants en meurent tous les jours. On aimerait bien aussi que nos artistes se mobilisent un peu plus aussi pour ça. Et voilà. Donc voilà où on en est. Alors après, il faut comprendre un peu les enjeux. On ne peut pas comprendre aussi la politique internationale, je dirais, si on ne comprend pas les enjeux. On est un peu en présence de deux... Le grand problème que nous avons aujourd'hui au niveau analyse et au niveau de compréhension de ce qui se passe, c'est que le monde est dirigé, en gros, par une oligarchie mondiale colonisatrice, avec nous avons le clan américain démocrate, parce que là on est plus, c'est les néoconservateurs démocrates, les néocons, comme on les appelle, incarné en ce moment par Joe Biden, qui est un président démocrate. Nous retrouvons un peu dans cette oligarchie mondiale financière colonisatrice, on retrouve Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, mais il est complètement dans ce modèle-là. On retrouve bien entendu tous les pays de l'UE, excepté la Hongrie, parce que Viktor Orban fait un peu office de vilain canard, donc voilà. Mais tous les pays de l'UE sont affiliés à cette oligarchie mondiale colonisatrice, dont la France, malheureusement. Nous retrouvons le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël, et nous retrouvons la Turquie. Alors, il ne faut pas oublier que cette oligarchie a donc des politiciens, des hommes d'affaires, des grosses entreprises, très puissants au niveau financier et contrôlent quasiment tous les médias de masse. C'est ça le problème. Après, vous avez leurs serviteurs ultra friqués de cette oligarchie, vous les connaissez comme moi, c'est la Fondation Gates, c'est George Soros, c'est les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Twitter est en train de changer de camp peut-être, puisque Elon Musk l'a racheté, à faire un suivre, on verra. Et ensuite, vous avez une autre oligarchie, parce qu'on est toujours dans les oligarchies quand même, mondiale, financière aussi, mais plus national populiste. Et là, nous retrouvons incarné, là on retrouve les républicains, la partie du parti républicain américain qui était incarné par Trump quand il était président. On retrouve la Russie, Vladimir Poutine, nous retrouvons la Chine avec Xi Jinping, nous retrouvons la Hongrie, Viktor Orban, nous retrouvons Maduro avec le Venezuela, on retrouve la Syrie avec le président Assad, on retrouve l'Iran, on trouve un peu des pays comme ça. Et le reste des pays après, alors eux, cette oligarchie mondiale a une tendance plus d'œuvrer pour le peuple. Je dis pas que ce sont des saints, mais ils ont une tendance un peu plus populiste, c'est-à-dire d'améliorer un peu le sort du peuple, alors que la première oligarchie colonisatrice n'en a rien à foutre. Eux, ils en ont rien à foutre du bien-être du peuple. Mais le problème de cette oligarchie populiste, elle n'a pas le contrôle des médias. En gros, à part leurs propres médias chez eux, dans leur pays, mais je vais dire les grands médias occidentaux, tout ça, sont tous contrôlés par la première. Et en troisième, pour en finir avec cette analyse mondiale, vous avez le reste des pays qui aussi tantôt, suivant les contrats, suivant les alliances, suivant les allégeances, qui vont osciller tantôt pour la première oligarchie que je parlais, que j'expliquais, colonisatrice, ceux qui vont osciller pour la deuxième. Il faut bien comprendre ça. Je le synthétise un peu parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. Si on veut comprendre le conflit russo-ukrainien ou le conflit syrien, ou même beaucoup de conflits d'ailleurs, il faut comprendre ça. En plus, tout ça n'est pas franchement amélioré avec les puissances financières que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 décennies, nous avons des monstruosités financières qui sont aux commandes du globe. Je fais référence ici à BlackRock, Vanguard, State Street, où là, ça pèse en trillions de dollars.
il faut se rendre compte que tout ça n'est pas très altruiste parce qu'avec les trillions de dollars qui circulent sur cette planète, moi je suis toujours scandalisé de voir que le problème de la faim dans le monde n'est toujours pas réglé. Ça veut dire que malheureusement, il y a toujours chaque année 9 millions de personnes qui meurent de faim. Il y a toujours de la misère, de la pauvreté dans le monde, alors qu'avec des trilliards de dollars qui circulent, bien entendu, tout ceci aurait pu être complètement anéanti depuis le début des années 2000. Or, il n'en est rien. En revanche, il y a pléthore d'ONG, ce sont avec des usines à gaz, qui sont des usines à gaz, qui soi-disant améliorent les choses et qui en fait n'améliorent rien, parce que malheureusement, ce que je viens de citer comme statistique, c'est-à-dire les 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année, etc., mais ça ne s'améliore pas. En revanche, il y a pléthore d'ONG qui sont des usines à gaz qui, elles, soi-disant s'en occupent, mais qui en fait sont des gouffres à pognon, mais pas pour n'importe qui. Ce pognon va aussi dans les poches de certains dirigeants et c'est pas perdu pour tout le monde. Voilà un peu là où on en est. Vous parliez de certains dirigeants et vous nous confiez tout à l'heure votre étonnement avec l'élection d'Emmanuel Macron. Et pour preuve, son premier mandat a été émaillé par l'éclatement de nombreux mouvements sociaux, tels les Gilets jaunes, le mouvement des infirmiers ou des pompiers, les manifestations anti-pass ou encore le convoi de la liberté, qui ont d'ailleurs été très fortement réprimés pour certains. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est condamné à être le président de la répression sociale et comment on peut expliquer un tel niveau de violence? On peut l'expliquer parce que le niveau de violence, on peut l'expliquer. Emmanuel Macron a été mis là. Il a été mis là pour exécuter une bonne partie du plan mondial de la première oligarchie dont je parlais tout à l'heure. Ils n'ont pas fait vraiment d'erreur de casting en le mettant là. Hein. Attention, ils l'ont mis là, il exécute le plan. Si vous regardez bien, Emmanuel Macron ne parlemente pas, ne transige pas, il n'y a pas de compassion. On a subi 5 ans sans partage, sans dialogue, sans compassion. Et les 5 ans qui vont arriver, ça va être exactement la même chose et malheureusement en pire. C'est une destruction systématique voulue des pays de l'UE. C'est-à-dire que quand, un exemple, il vient d'être intronisé président et on n'a même pas entendu la Marseillaise, on a entendu l'hymne européen. C'est pas que je sois un aficionados de la Marseillaise, mais je sais pas, le président français nouvellement élu, il doit y avoir l'hymne national et non pas l'hymne européen. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est tout comme à un moment donné, il avait fait flotter sous l'Arc de Triomphe le drapeau européen. Il n'y avait plus le drapeau français. Je crois que c'était à l'occasion du 14 juillet l'année dernière. Et il y a des gens qui se sont offusqués, ils ont dit, mais attendez, on est en France, pourquoi le drapeau français ne flotte pas sous l'Arc de Triomphe? C'est le drapeau européen n'a pas à flotter à la place du drapeau français. Donc il a été mis là pour un but précis et il va continuer. Donc il est bien évident que les choses vont empirer. Ceci dit, au niveau de des manifestations et tout ça, s'il y a des manifestations dans les rues et tout, bien entendu il va y avoir de la répression de nouveau, c'est d'une évidence absolue. De toute façon, si vous regardez les forces de l'ordre, elles sont de plus en plus armées par des armes létales. Il faut pas oublier que le fameux fusil LBD, c'est une arme létale. Quand vous prenez une balle de caoutchouc hyper dure à plus de 300 km/h, quand vous la prenez en plein dans la tête, il est bien évident que ça va vous laisser des séquelles à vie. C'est une arme létale.
Il y a de plus en plus de blindés. Il en a commandé encore, je sais plus combien, des blindés. Et en plus, quand vous regardez bien les insignes de certaines forces de l'ordre aujourd'hui, ils viennent de la fameuse brigade de gendarmerie européenne qui s'appelle l'Eurogenfor. Et donc, vous avez eu au moment chez les Gilets jaunes, là, au moment de la répression des Gilets jaunes, il y avait effectivement des forces de l'ordre gendarmes, côté gendarmerie, où les mecs, bah, ils parlaient même pas le français. C'était des brigades qui venaient des pays de l'Est. Donc, les mecs, ils en avaient rien à foutre des Gilets jaunes français. Ils étaient là, ils venaient de Roumanie ou de Pologne ou je sais pas de où. Et donc, ils étaient là pour réprimer les Gilets jaunes. Je dis pas qu'il y a que eux qui l'ont réprimé, attention, hein, parce que les mecs de la BAC qui ont été mis à faire, justement, à utiliser les fusils LBD, les lance-grenades par notre éminent ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, ils s'en sont donnés à cœur joie aussi. Comme les mecs de la BAC ne sont absolument pas formés pour contrôler des manifestations ou des émeutes sociales, alors eux, ils s'en sont donnés à cœur joie. Hein. Il y a eu manifester, on mutile, quoi. En gros, c'est ça. Et malheureusement, je suis pas très optimiste parce qu'aujourd'hui, si vous voulez manifester, bah, vous avez intérêt à faire attention parce que moi, j'ai été souvent dans les manifestations, hein, mais avec mon épouse d'ailleurs, mais on n'est jamais sûr d'en ressortir indemne. Hein, parce qu'en fait, les manifestations par les Gilets jaunes ont souvent été des manifestations vraiment pacifiques. Il y a vraiment quasiment pas eu de casse. La casse qu'il y a eu, c'était souvent les Black Blocs. Et les Black Blocs, les fameux Antifas, sont payés de toute façon par le gouvernement et par Georges Soros derrière. Et puis de toute façon, s'il y avait eu vraiment une manifestation violente du côté Gilets jaunes, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de dégâts que ça. Vous savez, c'est comme un peu ce qu'on reproche à Poutine au niveau de l'Ukraine. On dit, oui, mais alors, c'est un dictateur et tout. Mais enfin, s'il avait voulu raser l'Ukraine, il l'aurait fait avec la puissance de feu russe. Il aurait rasé le pays. Donc, ça veut dire que lui non plus, c'est pas un criminel endurci. Il avait pas envie de raser le pays et de faire d'énormes victimes civiles. Bah, les Gilets jaunes, c'est pareil. Ils n'avaient pas vraiment envie de tout casser. Maintenant, faut arrêter d'exagérer. Dans une manifestation, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il y aura pas de toute façon toujours une personne ou deux pour semer le trouble. Mais ça, depuis que le monde est monde et depuis qu'il y a des manifestations. Mais c'était le prétexte pour justement réprimer encore plus les manifestations des Gilets jaunes. Donc l'avenir, je le vois pas bien. Avec Emmanuel Macron, il peut effectivement, pour répondre à votre question tout à l'heure, nous mener à la guerre. D'ailleurs, de toute façon, de facto, il n'a pas déclaré la guerre à la Russie, mais il est en train d'entraîner des canonniers ukrainiens pour les fameux canons, comment ils s'appellent ceux-là, César, là, je crois, qui sont des canons assez lourds, que l'armée française, enfin que le gouvernement français est en train de livrer à l'Ukraine. Donc on est en train de livrer des armes à l'Ukraine et on est en train d'entraîner des canonniers ukrainiens. Donc c'est presque une déclaration de guerre. Enfin, je veux dire, on est presque en guerre. À partir du moment où vous livrez des armes à une nation et que vous commencez à entraîner leurs militaires, bon, c'est un peu compliqué de dire qu'effectivement, que nous ne sommes pas en guerre. Mais ça peut très bien dégénérer, malheureusement, et je ne le souhaite pas, sur une guerre. Mais je ne le souhaite pas non plus. Mais, avec Emmanuel Macron à la tête de notre pays, ça peut très bien arriver, malheureusement. Alors, sur cette note positive, on vous remercie, Claude Janvier, d'avoir accepté cet entretien. Eh ben, merci à vous. Je vais quand même avoir une petite note positive, quand même, parce que j'aime pas finir sur ça. Je vais vous dire honnêtement, il faut si on était plus nombreux aujourd'hui à dénoncer ce qui se passe, si on était plus nombreux aujourd'hui à battre le pavé et à montrer du doigt qui
sont vraiment les responsables, comme je le disais tout à l'heure, les USA, l'oligarchie, etc., etc. Bref, Bruxelles, je pense que si on était plus nombreux à faire ça, automatiquement, quelque part, l'oppression peut reculer. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Si on est de plus en plus nombreux, l'oppression finira par reculer. C'est une question de volonté. Enfin, en tout cas, de mon côté, je ne lâcherai jamais rien. De toute façon, j'ai rien à perdre et mon épouse non plus. D'ailleurs, on n'a rien à perdre. Ceci dit, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie aussi d'exister parce que, comme je vous le disais, comme on en parlait avant le début de cette émission, sans vous, sans votre courage d'avoir un média et de le diriger, bravo à vous parce que c'est pas du tout évident aujourd'hui et que sans vous, bien, je pense qu'on aurait du mal à s'exprimer. Donc, je vous remercie beaucoup aussi pour votre invitation. On vous remercie encore une fois. Et puis, le mot de la fin, ça sera une partie de votre livre, un petit passage où vous expliquez que en mai 2017, les personnes qui ont élu Macron se sont liées avec lui. Ils ont des liens très forts et ces liens sont de 3 types. Le premier, la souffrance. Le deuxième, la misère. Et le troisième lien, la mort. Eh bien, on ne peut que vous donner raison. Mais comme vous l'avez dit, il faut garder cet optimisme. Il reste de l'espoir et il y a toujours une possibilité de briser ces liens pour le peuple français. Absolument.